Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je n'ai qu'une chose à vous dire. 42, la fameuse réponse à la grande question. Puisqu'il s'agit ici de la 2042e vidéo et que j'ai eu l'idée de revoir ce film après avoir fêté mon 42e anniversaire il y a quelques semaines. Donc place ici à H2G2, le guide du voyageur intergalactique, ou en version originale, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et là, vous comprenez peut-être pourquoi H2G2, parce que Hitchhiker H2, Guide Galaxy G2. Voilà. Je vous donne une réponse qui n'est pas 42 à cette question que je m'étais posée à l'époque. Réalisé par Garth Jennings, son premier long métrage derrière la caméra d'ailleurs, il fera ensuite les deux tous en scène notamment, adapté du premier volet de cette fameuse trilogie en 5 volumes, non c'est pas une blague, du Britannique Douglas Adams, qui malheureusement est décédé quelques années avant la sortie d'un film qu'il allait scénariser. D'ailleurs, il a commencé le travail avant malheureusement de nous quitter et il ne verra jamais le résultat final. Et donc, il s'agit d'une œuvre anglaise pour, on va dire, sa grande majeure partie, avec beaucoup d'actrices et d'acteurs britanniques, mais pas que, il y a des Américains aussi. Le rôle principal étant tenu par Martin Freeman. Ben oui, vous le connaissez très bien ce monsieur. Il y a aussi Mos Def qui joue un extraterrestre, Sam Rockwell, un autre extraterrestre qui est aussi le président de la galaxie, Zooey Deschanel qui est une terrienne, elle, pour le coup. Et on va citer les présences un petit peu furtives selon les moments du film de Bill Nighy à la fin. Vers le milieu, il y a John Malkovich qui joue le rival du président de la galaxie. Et niveau voix ou caché derrière des artefacts, Warwick Davis, Alan Rickman, Helen Mirren, et puis plein de gens. C'est vraiment magnifique ici. Florilège ces actrices et acteurs qu'on aime beaucoup. Il y a même Anna Chancellor, tiens, qui apparaît à un moment, elle qui jouait Tronche de Cannes dans 4 mariages et un enterrement, une dizaine d'années avant, puisque le film est sorti en 2005. Voilà, j'ai été à peu près complet sur la présentation. Maintenant, petit synopsis, alors c'est pas facile, mais forcément je vais zapper certains moments d'un film qui est très riche, et du coup de l'écrit de base, puisque c'est très adapté, très proche. Voilà, bon bref. Nous allons suivre un terrien, mais alors de base, Arthur Dent, Arthur, appelons-le ainsi, héros anti-héros, même s'il s'appelle Arthur, on voit la légende derrière, qui au début est en pyjama peignoir et qui s'oppose à la destruction de sa maison, puisqu'une bretelle d'autoroute va être construite à la place, donc voilà. Mais il n'avait pas pris connaissance du registre. Bon, ouais, c'est terrible, le pauvre, mais en fait, très vite, il va se rendre compte que son souci est légèrement ridicule à côté de ce qu'attend la planète Terre dans son ensemble, et son pote, qui s'appelle Ford Perfect, qui vient en fait d'une planète dans le système de Betelgeuse, vient le prévenir qu'il reste plus que 12 minutes avant la vraie fin du monde. Et les deux, d'ailleurs, se réfugient dans un pub, le fameux pub avant la fin du monde. Tiens, référence à ce que Edgar Wright fera des années après. D'ailleurs, Edgar Wright, il apparaît en caméo. Il y a de la suite dans les idées quand même, j'ai envie de dire. Bref, c'est britannique et c'est comique, tout ça. Mais ici, c'est de la SF, vous l'avez compris. Puisque, oui, la Terre va vraiment être, mais vraiment détruite par une race d'extraterrestres pas très sympathique sur laquelle je reviendrai par la suite. Et alors que la mort est certaine, non. Ils vont tomber sur le vaisseau de ces destructeurs et après avoir été envoyés dans l'espace, le hasard, destin ou coïncidence, parce que le film joue beaucoup sur ça, sur des probabilités, des improbabilités même infinies, eh bien ils vont être à nouveau sauvés, mais là vraiment par un vaisseau gentil, le Heart of Gold, le cœur en or, je crois en VF, parce que ça a été très adapté en VF, même réécrit à l'époque le bouquin. Donc sauvé par le président de la galaxie, qui est en fuite, qui s'est auto-kidnappé, pourquoi pas, et avec lui il a la terrienne, que Arthur aimait beaucoup sur Terre, mais qu'il l'a éconduit parce qu'elle voulait partir en Madagascar, lui, il n'était pas très aventureux. Donc vous voyez, vraiment, c'est que des hasards, là, et de tous ces hasards-là, entre amour et survie, et réflexion sur la vie, on va avoir plein de choses, et notamment des flashbacks sur, justement, à un moment, ce questionnement philosophique, quelle est la réponse au grand mystère de l'univers, de tout, quoi. Et c'est 42, le grand ordinateur avait dit que c'était 42, mais quelle était vraiment la question? Donc vous avez pas mal de petits encarts comme cela, et bien sûr quelques plans sur les écrits de ce fameux guide du voyageur intergalactique que l'on voit, c'est un vrai bouquin, tout ça.
Et il y a des petites scénettes comme ça en animation, et ça part vraiment en vrille, hein. C'est de l'humour par sketch, souvent, qui en dit long sur la société. Il y a vraiment un regard assez corrosif sur notre propre système, notamment administratif. D'où la destruction de la planète, qui fait écho à la destruction potentielle de la maison d'Arthur. Et évidemment, bah après, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Est-ce que la Terre va renaître de ses cendres? Est-ce qu'après la destruction, nous allons avoir une nouvelle création, une recréation? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au visionnage de ce film, on est en pleine récréation, et qu'il y a autant de qualités que de défauts, en fait, selon comment on se place sur notre point de vue du visionnage. C'est un film fascinant, que j'adore sur certains points, et avec lequel j'ai beaucoup de mal sur d'autres. Disons qu'il y a des scènes, moi je lâche prise à chaque fois, notamment tout ce qui se passe avec le personnage de John Malkovich, qui au demeurant est très bon, mais il y a tout un truc là, un ventre mou d'une quinzaine de minutes, machin, chose, à droite à gauche, là, hop, 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 hop. Alors évidemment j'ai lu le bouquin aussi, qui est pareil, mais bon, même défaut de ses qualités, c'est qu'à certains moments, à force de faire des apartés, c'est pas que c'est inintéressant, c'est très, au contraire, c'est feeling, qui est un feeling de réflexion aussi sur pas mal de choses, mais c'est surtout que c'est répétitif. C'est ça l'aspect problématique en soi, c'est qu'il y a des trucs très originaux qui sortent comme ça en mode décalage ultime, mais que ça revient plusieurs fois, donc forcément ça perd de son essence. Et c'est pareil dans le film, c'est-à-dire que les petits encarts en animation quand on ouvre le livre, super au début, waouh, mais arrivé à un moment, tu te dis, oui, ok, on a compris, voilà, les Vogons, là, donc cette race d'extraterrestres très administratif, carré, qui vraiment obéit aux ordres, et à un moment, il y a un passage sur leur planète, c'est pas loin de la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, mais toute proportion gardée, évidemment, c'est britannique. Oui, c'est bien ça, raccord avec ce qui se passe dans notre monde, souvent, hein, le système administratif, alors britannique est pas mal, mais alors, le français, il est cool aussi à ce niveau-là, hein. On peut se prendre la tête pendant des heures, et si on s'intéresse pas à certains détails, on se fait avoir, comme Arthur avec sa maison, et ici la Terre, par le système galactique, et le président qui en est responsable, parce qu'il s'en fiche un peu. Voilà, réflexion aussi sur nos leaders qui s'en fichent, qui font sans vraiment regarder et réfléchir avant, hein, ça on comprend aussi, ce président-là étant vraiment une parodie de ce que peuvent être beaucoup de leaders et chefs d'État, hein, notamment actuels ou récents. Mais ça, j'en dis pas plus. Et joué par Sam Rockwell, quand même. Je sais pas si j'ai précisé, si j'ai précisé au début, mais Sam Rockwell, ça lui va super bien, ce rôle-là. Les acteurs sont super bien castés, je trouve, pour ceux qui jouent. Notamment Zooey Deschanel, qui est un petit peu, voilà, la caution romantique, mais pas que, une femme forte aussi. Et Martin Freeman, un peu le loser, qui sait pas trop où se placer, mais qui va devenir héros malgré lui. C'est parfait, ça. Donc, tout va bien sur le papier. Et puis, il y a des scènes mémorables. Il y a Marvin, le robot dépressif, qui est doublé donc par Alan Rickman. Ça, c'est vraiment un de mes personnages préférés, parce que il est conditionné à une réflexion humaine par défaut, et par défaut, ça lui fait se poser des questions trop sur la vie, et il est déprimé. Vous voyez, un peu aussi, hein, on fait remarquer que les humains ne vont pas forcément très bien dans ce film, mais que l'appel à l'aventure peut peut-être sauver les choses, et l'amour aussi. Parce que le vrai sens de la vie, au final, ce serait peut-être l'amour et l'amitié, c'est ce qui se passe là au niveau des interactions. Et évidemment, on va retenir des passages. Alors déjà, dès l'introduction, les dauphins, les fameux dauphins, qui sont la deuxième espèce la plus intelligente, hein, les terriens étant la troisième, les hommes. Parce qu'il y a aussi des souris qui sont très... Les souris, on les voit dans le film. Les vrais cobayes, c'est les humains, en fait, hein, dans l'idée. Mais les dauphins, qui au début sont partis avant la fin du monde, parce qu'ils ont senti le coup venir, mais on ne peut pas comprendre que dans leur communication, alors qu'on les voyait faire des pitreries, soi-disant, au Marineland, mais en fait, non, ils essaient de prévenir la population. Non, mais bon, merci pour le poisson, hein, comme il dit la chanson. Ça me fait marrer parce que, voilà, encore une super composition de Joey Talbot, aidée de Neil Hannon, pour les paroles et les adaptations vraiment vocales, musicales. Et c'est le même duo qu'on a retrouvé récemment dans le Wonka de Paul King. Et c'est donc peut-être pas un hasard que j'ai revu ce film, H2G2 aussi, après avoir découvert Wonka en fin d'année 2023. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, les dauphins au début, il y a le petit passage extraordinaire aussi, avec le cachalot et le pot de pétunia, qui sont créés comme ça, pouf, ex nihilo, et le cachalot va quand même avoir cette réflexion de vie avant de mourir, et le pot de pétunia qui dit « Oh non, pas encore !» Et ça en dit long en fait. Réfléchissez 2 minutes, posez-vous, vous pouvez quand même faire des grosses réflexions philosophiques sur ce film, même si c'est quand même le bazar et que c'est complètement décalé. C'est ça aussi la force, peut-être le défaut du coup aussi, de ce film et du bouquin de base. Mais c'est tellement riche. Voilà, il y a d'autres
bouquin que j'ai pas lu. Alors il y aurait peut-être eu d'autres suites au cinéma si Douglas Adams n'était pas mort, ou si le film avait peut-être plus marché, je ne sais pas. Ça aurait été intéressant de voir les suites, mais je pense que ça se fera jamais. Et puis donc cette idée sur la création et la destruction, mais que derrière il y a quand même des âmes qui continuent à vivre. Et les références science-fiction forcément. Alors déjà Douglas Adams c'était un précurseur, ça, mais il met quand même des petits trucs de Star Wars et Star Trek dedans, notamment Star Wars. Alors ça c'est le film, hein, avec le coupe-pain sabre laser, c'est très drôle, et Star Trek, les portes qui s'ouvrent notamment avec des soupirs humains. Moi j'aime beaucoup l'idée. Voilà. Donc oui, voyez-le ou revoyez-le, le H2G2, guide du voyageur intergalactique. Vous allez vous poser des questions sur le destin, les hasards, les coïncidences, les probabilités impossibles, et ces interactions qui nous font voilà, vivre et aller là où parfois on n'imagine pas aller. Bon là c'est à l'échelle de l'univers, parfois dans notre vie, même à voilà, petite échelle, on a quand même quelque chose qui peut ici être mis en écho. Et ouais, voyez-le aussi pour le côté animation et créatif. On voit que Garth Jennings va faire tout en scène après quand même, un petit peu. Notamment sur la scène d'intro avec les dauphins qui dansent et chantent. C'est forcément déjà quelque chose qu'il avait envie de faire, une forme de comédie musicale, quoi. Donc oui, c'est quand même fort bien. C'est un film des fois, j'ai du mal, mais j'aime toujours le revoir en fait. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez lu tous les livres et tout aussi, hein, balancez, il n'y a pas de souci. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.